Chers amis, c'est avec une grande joie et une immense émotion que je vous partage mon premier ouvrage. Un livre d'autothérapie où vous découvrirez des méthodes simples, efficaces et infaillibles. C'est un complément à la version papier afin qu'il puisse être accessible à tous. Je vous souhaite une très belle lecture, réflexion, enthousiasme pour passer à l'action. Ouvre ton cœur pour que triomphe la vie. Vivre, c'est la chose la plus rare dans ce monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Oscar Wilde. À mes enfants, Peter, Marie-Eva et Carla. Introduction. Depuis plus de 25 ans, j'exerce le métier de psychologue et accueille en consultation enfants, adolescents, adultes, parents, couples, familles et grands-parents. La demande principale est identique pour tous. Retrouver santé, paix, sérénité et joie de vivre. Chaque rencontre est unique et requiert de la part du thérapeute don de soi et respect d'autrui. Face à la souffrance de son patient, il se montre confiant pour deux. Avec compassion, une alliance s'établit. Chacun avance à son rythme, selon sa sensibilité et l'état des lieux dans lequel se trouve tout son être. Certains sont plus affectés que d'autres par les incidents endurés par le passé ou qu'ils subissent encore. Ensemble, l'édifice se reconstruit, se consolide et la petite étincelle qui ne demandait qu'à briller se rallume. Quel bonheur de voir, au fil des séances, se dessiner un joli sourire au bout des lèvres. Transmettre de manière simple et pratique un condensé de concepts théoriques pour comprendre le fonctionnement humain est la vocation de ce livre, peaufiné durant 5 années. Traité de psychologie et manuel d'autothérapie, c'est un baume de réconfort, une incitation au bonheur durable qui conduit à des réflexions lucides, invite à vérifier par soi-même toute son efficacité. Chacun y trouvera sa clé pour dénouer une situation compliquée, se relever léger, optimiste et vivant. Accessible à tous, il est rédigé en 2 parties. La première examine les différentes étapes du développement psycho-affectif de l'être humain, sa faculté à augmenter la fréquence d'énergie pour ne plus sombrer, sa structure mentale, ultra sophistiquée pour vivre en bonne santé. Comprendre, c'est ne plus se laisser piéger par les émotions, ni répéter machinalement des conduites qui génèrent de la souffrance. Les réflexions élèvent le niveau de conscience et offrent la possibilité de se réinventer. La deuxième partie nous amène à agir. Des exercices et méthodes simples à utiliser sans modération procurent rapidement bien-être et guérison. Nous partirons à la rencontre de nous-mêmes afin de libérer des informations toxiques inscrites dans notre mémoire et retrouver notre essence pure, solide, joyeuse, lumineuse et extrêmement puissante. Au cours de cet itinéraire, nous découvrirons les raisons qui nous empêchent d'embrasser audacieusement la vie. Nous voyagerons au centre du cerveau humain qui dispose d'une multitude de composants naturels chargés de nous rendre heureux. Extrêmement élaboré, il fabrique des molécules, des neurotransmetteurs et des hormones afin de nous maintenir en parfait équilibre. Il suffit de les stimuler et de les activer à profusion par un entraînement régulier. Merveilleusement plastique, en connexion étroite avec le corps, le mental se sculpte, se redéfinit et se renouvelle à chaque secousse qu'il expérimente. À la moindre émotion, il réagit instantanément. Lorsque la maladie physique ou psychologique se déclenche, elle exprime bien souvent une situation que l'on refuse de voir. Dans un effort amoureux à l'égard de soi-même, les mécanismes d'autoréparation se réveillent. Choisissons ce qui nous correspond et examinons les croyances gravées dans la mémoire. Rafraîchissons le disque dur. Vérifions les informations ou idées reçues de l'homme moderne, pseudo-vérités que véhiculent les médias.
elle s'avère plus perturbante et dangereuse qu'utile ou bien fondée. L'homme heureux doit développer une ambitieuse activité professionnelle où il gagne beaucoup d'argent, avoir un partenaire formidable, de beaux enfants, une belle maison, une voiture qui éblouit et un chien. Mais ce n'est pas tout. Il est hyperactif, dynamique, maîtrise, planifie, réussit ce qu'il entreprend, a des amis, fait aussi du sport et sourit. Nous pouvons tomber dans le piège de tous ces fantasmes qui font croire que le bonheur en dépend. Tout doit afficher la félicité et la réussite sur les photos publiées sans tarder sur les réseaux sociaux. Chacun se laisse façonner selon des clichés et s'agite, inquiet de ne pas pouvoir y correspondre. Tous ces modèles nous privent du libre arbitre. Cessons d'avancer comme des automates, des moutons égarés qui reproduisent sans réflexion des conduites nocives. À ce rythme-là, la machine ne peut que planter, brutalement, tôt ou tard. Le burn-out en est un exemple désarmant. La recette du bonheur se trouve dans notre cœur. Nous croyons à tort que l'environnement extérieur peut dissiper un malaise, apaiser une crise, alors que les émotions surgissent de l'intérieur. La peur ancrée dans le mental est notre pire ennemi. Inscrite dans les gènes depuis des millénaires, c'est un cadeau pour la survie. Mais elle peut devenir un véritable poison pour notre qualité de vie. Chaque individu porte dans ses cellules l'histoire de l'humanité transmise par ses ancêtres, avec leur singularité. Conditionnée par des caractéristiques biologiques et un patrimoine génétique, la perception se modifie en permanence. En fonction de l'environnement, elle peut s'altérer sérieusement au point d'exercer une vigilance et d'imposer la croyance que la vie est dangereuse, injuste, dure, composée d'efforts et de luttes. Nous sommes en capacité d'améliorer si besoin cet héritage, ainsi que notre personnalité anxieuse, pessimiste, timide ou hypersensible. Rien n'est figé, tout se transforme. Dans le cas contraire, nous n'aurions pas évolué. Le mental a pour fonction d'assurer une stabilité. À cette fin, tout au long de la journée, la mémoire enregistre tout. Elle classe, évalue et conserve en particulier les épreuves traumatiques dans le but de désamorcer rapidement celles qui pourraient se présenter par la suite. Les informations stockées influencent toutes nos actions. La pensée obéit à des concepts, des idées et des croyances bien enracinées. Des inquiétudes, du stress, des angoisses accumulées envahissent notre espace. Pour les maîtriser, nous essayons de tout contrôler. Le temps chronologique ne pose aucun problème. Seul le temps psychologique que nous nous imposons affecte notre équilibre. Les il faut, les yaka et les tu dois que nous sommes seuls à définir sont des contraintes pour déjouer un inconfort. L'ego, impatient, se croit immortel et découpe la journée, les mois, les années selon ses caprices. Il oppresse. La notion hier, aujourd'hui, demain détruit tous nos instants. C'est alors que nous recherchons de manière obsessionnelle des satisfactions. Ces plaisirs finissent par frustrer car nous voulons qu'ils résistent au temps. Certains vont devenir addicts au travail, à l'alcool, la drogue, les jeux, l'accumulation d'argent ou le sexe, seul réconfort pour éviter de se confronter aux vieux démons inscrits dans leur mémoire. Alors nous projetons un lendemain meilleur avec des « cet été, je ferai une pause ». Dans 10 ans, tout sera réglé. Je pourrai enfin vivre. Ou, dès l'année prochaine, ce sera possible. Toutes ces inepties rendent malade. Absorbé par des préoccupations jugées capitales, le présent si fugace et gâché. Exemple. Il est regrettable de partager un repas avec nos enfants ou nos amis sans pouvoir décrocher de nos pensées tenaces. Ces moments délicieux constituent pourtant le socle de notre épanouissement et il convient de les déguster pleinement. Essayons de nous souvenir des moments de joie, de plénitude dans notre existence. Ils étaient divins, intenses et uniques car nous les vivions totalement conscients. L'état amoureux produit ce même effet.
les sublimes souvenirs enregistrés en mémoire sont ceux où l'on était complètement présent, impliqué dans l'aventure. Nous souffrons parce que nous ne savons pas qui nous sommes, ni comment nous fonctionnons. Nous abordons la vie avec un lourd bouclier psychologique. Sur le long terme, l'énergie s'épuise et les émotions déraillent. Nous perdons la spontanéité, celle que l'on observe chez le jeune enfant, la naïveté, la gentillesse, la générosité, la gratitude, la compassion et la confiance en la vie. Nous sommes formatés selon des valeurs, des convictions et règles correspondant aux normes d'une culture. Même si nous les rejetons, elles laissent des empreintes et influent toujours sur nos décisions et relations. En conscience, désactivons-les. Le poids de l'éducation est un facteur déterminant dans notre développement. Certaines méthodes, alarmantes pour notre bien-être, se perpétuent de génération en génération. Cessez de les reproduire est de notre responsabilité. De nos jours, un grand nombre d'adolescents sont affectés par la phobie scolaire et plus tard la phobie sociale. La perception déformée de leur quotidien nourrit des craintes. Ils ont peur de l'échec, de décevoir les parents et se privent de goûter la vie, de réaliser de fabuleuses découvertes, si riches en enseignements, quelle qu'en soit l'issue d'ailleurs. En manque de liberté psychique et avec une anxiété sous-jacente, ils fuient une réalité qui les effraie pour s'enfermer dans un monde virtuel idéalisé, souvent agressif et violent. Le chef-d'œuvre émouvant du Pixar, Vice Versa, réalisé par le génie Pete Docter, explore avec finesse le passage de l'enfance à l'adolescence, avec pour fil conducteur le monde du travail des adultes, peu attrayant, voire repoussant, et la dépression enfantine. La petite Riley est troublée par ces émotions qui la guident dans son quotidien. L'histoire avance sereinement vers un dénouement, celui d'une personnalité éclatante et affirmée de la fillette. Cette dernière va se construire en fonction des souvenirs qu'elle décide de garder. Ce film, bijou de créativité, permet aux enfants de se connaître et aux parents de mieux comprendre le fonctionnement du mental. À la manière d'un enquêteur, nous examinerons toutes nos certitudes. Les idées limitatives ou négatives nous privent de vivre sainement. Je n'y arriverai jamais, je suis trop nul, la vie m'a laissé tomber, je n'ai jamais eu de chance, c'est trop dur, je ne comprends rien, c'est à cause d'eux. Si nous les conservons en mémoire comme des vérités, elles bloquent la passion, le désir de se dépasser et avec le temps, elles angoissent, dépriment et démotivent. Nous rendrons visite à notre maison intérieure et toutes les pièces qui composent notre roman familial. Un état des lieux est incontournable. Les souffrances inutiles et les souvenirs troublants qui ne sont plus d'actualité seront rangés avec amour et bienveillance. Toute difficulté renferme un vrai mystère, les trésors inexplorés de notre personnalité. Il n'est plus question d'être victime ou coupable, mais résolument responsable pour ne plus répéter les mêmes schémas douloureux avec notre partenaire, nos enfants, notre famille, nos supérieurs hiérarchiques et nos amis. Se réconcilier avec soi-même, c'est se réconcilier avec toute l'humanité. Apprendre à se connaître, s'aimer et se pardonner améliore tous les liens. Séquestrés par des expériences négatives, nous attirons des relations toxiques qui ruinent notre santé. Connaître la nature humaine et ses besoins, son style d'attachement, la dépendance affective qui repose sur un manque de protection et de sécurité est fondamental. Identifier ses atouts, forces, faiblesses et les accepter, c'est cesser d'exister par procuration, découvrir la puissance créatrice qui est en nous et se libérer d'un idéal qui n'existe que dans notre tête. Il ne sera plus question de charger quiconque d'une mission impossible, celle de nous rendre heureux. Ces réflexions vont accroître la capacité à répondre avec entrain aux incidents de la vie et nous verrons comment les traverser, redéfinir les priorités
et devenir extraordinairement vivants. Reprenons notre liberté. Le futur commence aujourd'hui. Il est possible de s'aventurer dans un monde en crise, cruel et égoïste, où la compétition, l'ambition, la comparaison, la jalousie et le besoin de posséder ou d'avoir raison existent. Une métamorphose profonde ne peut avoir lieu dans la société que si elle s'opère en nous radicalement. En perpétuel mouvement, le corps, l'esprit et le monde environnant se modifient constamment. Il suffit de faire le point sur nos 5 dernières années pour constater que la situation s'est transformée, quand bien même nous n'avions rien fait. C'est la loi de la nature, le cycle de la vie. Cependant, dans les moments de détresse, nous l'oublions et, à tort, pensons ne jamais pouvoir trouver une accalmie. Heureusement, ce ne sont que des illusions. Alors, doit-on résister au changement ? Le corps est le témoin du temps qui passe. Les rides apparaissent, le dynamisme diminue. Mais ce fantastique véhicule, même s'il perd de sa fraîcheur, peut déployer en abondance amour et virtuosité. Au fil des pages, l'enthousiasme, la créativité et la vitalité qui sommeillent en nous sont réactivés. L'estime de soi, la confiance, le courage et la détermination naturellement propulsés. Ces réflexions contribueront à enrichir notre existence. Les solutions apparaîtront comme une évidence. Ensemble, nous avons une magnifique tâche à accomplir. Découvrir le potentiel illimité qui est en nous. Élevons notre énergie. L'esprit est comme un champ en friche dont l'entretien et l'évolution ne dépendent que de la volonté. En expérimentant tous les jours des conduites conscientes et positives, nous côtoyons l'ardeur, la passion et la bonne humeur. L'amour resplendit. Nos rêves les plus fous se réalisent. Nous devenons magnétiques et contagieux. Nous avons tous un don à cultiver. Créateurs, infiniment puissants, nous pouvons prendre la direction que nous souhaitons. Apprendre à lâcher prise, c'est se laisser guider par la sagesse du cœur. Il ne se trompe jamais. Totalement conscients de notre pouvoir de guérison, nous accueillons la vie et nous l'honorons. Elle nous souhaite le meilleur. Les épreuves deviennent une occasion de s'ouvrir à la nouveauté. Les blocages, une alerte pour rectifier nos choix, poser nos intentions. Sans frein psychologique, immunisés contre toute négativité, nos décisions sont fluides et affirmées. Nous devenons inarrêtables. Ouvrons notre cœur pour que triomphe la vie. Première partie. Les acteurs de notre épanouissement. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Voltaire. Chapitre 1. Parfaitement conçu pour vivre heureux. Grand 1. Un patrimoine génétique. Petit 1. Les cellules s'alignent selon nos intentions. L'être humain naît sur la planète Terre, parfaitement conçu pour vivre heureux. Le cerveau et le corps possèdent une large gamme de composants naturels chargés de maintenir l'équilibre, la paix et la bonne humeur. Prêt à être siroté à volonté, ce cocktail de neurotransmetteurs et de molécules s'active facilement chez les uns, alors que d'autres doivent recourir à un entraînement mental pour récupérer allégresse et santé. La vie nous confronte inévitablement à des moments de tristesse, mais rien ne peut altérer notre sérénité si nous le décidons. Au cours de la journée, soyons attentifs aux pensées qui vagabondent. Celles-ci renseignent sur l'ambiance émotionnelle dans laquelle nous évoluons. Les cellules s'alignent en fonction des messages qui leur sont adressés et ceux qui sont logés dans leur mémoire. Que rien ni personne ne nous écarte de l'objectif, être libre et heureux. Petit exercice. Fermons les yeux et recherchons dans les souvenirs un événement où nous nous sommes sentis parfaitement bien, enthousiastes et radieux.
Retrouvons-le. Instantanément, le corps se détend et le sourire réapparaît. À l'évocation de la rencontre avec notre Big Love, la naissance de notre enfant, une anecdote heureuse, la réussite à un examen ou l'obtention d'un emploi si convoité, la mémoire active spontanément les cellules qui contribuent au bonheur. Il suffit de les stimuler 3 ou 4 fois par jour par des actions simples que nous verrons en deuxième partie pour que le quotidien soit accueilli avec enchantement. Nous établirons des priorités et aborderons les événements avec philosophie et sagesse. Un autre exemple couramment expérimenté est l'état amoureux. Lorsque Cupidon lance sa flèche et que notre joli cœur succombe aux caprices de l'amour, le cerveau met tout en œuvre pour vivre intensément ces moments de pur délice. Nous sommes ivres de bonheur grâce à la sérotonine. Celle-ci, produite par le tronc cérébral, augmente le plaisir. Cette hormone va entraîner une dilatation des vaisseaux sanguins qui pigmente les joues en rose et, moins connu, colore le cou pour attirer le regard. La tête relevée, nous affichant une pleine confiance, ainsi qu'un abandon total. Mais ce n'est pas tout, la voix change. Pour l'homme, elle devient plus rauque et pour la femme, plus aiguë, afin d'ensorceler tous les sens. Nous resplendissons de beauté, invincibles et confiants. Tout nous sourit et nous sourions à tout. C'est si bon. Au cours de cette phase amoureuse, l'hypothalamus stimule la libération d'endorphines et de dopamine qui nous rendent totalement euphoriques. Le plaisir de vivre, l'engouement pour se réaliser, la créativité se réveillent grâce à notre précieuse dopamine. Quant à notre allié, l'endorphine, elle procure une sensation grisante de bien-être. C'est cette immense joie et cette exaltation que nous voulons retrouver lorsque la relation chavire. Les pensées positives envoient des vibrations d'énergie qui attirent encore plus d'expériences positives. Nous sommes de véritables aimants. Et pendant que nous voyageons dans les délices du bonheur, l'hypothalamus se charge de produire une autre hormone, le cortisol, qui augmente le stress. D'un point de vue purement scientifique, tomber amoureux, c'est aussi être agité, impatient et anxieux. L'amygdale s'active. Cet organe situé dans le cerveau, responsable du sentiment de peur, se déclenche lorsqu'un danger menace. Elle nous place en état d'alerte. L'anxiété actionne une poussée d'adrénaline qui provoque une accélération du rythme cardiaque. Inquiets et en lutte, nous ne contrôlons plus rien et recherchons des méthodes utiles pour réfréner cet amour qui ne demande qu'à être pleinement dégusté. C'est en voulant maîtriser les sentiments que l'on adopte des stratégies aussi maladroites les unes que les autres et naviguons entre deux pôles, émerveillement et peur de perdre cet être tellement convoité. Nous nous exprimons de manière confuse et équivoque et adoptons des comportements souvent surprenants et ambivalents. Qui n'a pas hésité à répondre au message reçu de son pretty boy ou sa pretty woman? Je réponds quoi? Comment? Quand? Qui n'a pas décliné une invitation prétextant être occupé alors qu'il était libre comme l'air pour finalement se morfondre de regret? Nous faisons tout et son contraire, mais rien ne résiste à l'amour. Ce breuvage explosif de neurotransmetteurs, messagers chimiques du système nerveux central, agit comme une drogue. Pendant cette phase de relation, nous sommes comme en état de manque lorsque l'être aimé est absent. L'amour rend accro et indulgent, même quand l'élu adopte des conduites inattendues. Ces indicateurs dévoilent la force des sentiments. Au tout début d'une relation amoureuse, nous courons donc le risque d'être facilement manipulables, car, sur le plan neurologique, nous sommes dépendants, aveugles et stressés. Nous commençons même à nous ressembler en adoptant les mêmes mimiques. Les obstacles sont minimisés, les points communs renforcés. C'est au bout de 6 à 9 mois que l'effet grisant commence à s'estomper. Et, si tout se passe bien,
La glande thyroïde aura sécrété une hormone, l'ocytocine, qui favorise le calme, l'empathie et le sens du devoir. Elle pousse inconsciemment vers une relation durable et prépare à un avenir éblouissant, prémissant d'un amour naissant. Petit 2, remercions la neuroplasticité. D'un point de vue anatomique et fonctionnel, les gènes se régénèrent et peuvent muter. L'évolution humaine en est la preuve. La première fonction du mental est de s'adapter. Il enregistre tout au long de la journée dans son disque dur les informations qu'il traduit selon son logiciel. Celles-ci activent des émotions, positives ou négatives. Comme un GPS, elles influencent nos décisions, déforment la réalité, entravent les relations et gouvernent notre vie. Bien que la perception de nous-mêmes ait changé depuis notre enfance, elle peut encore nous contrarier inconsciemment. Sommes-nous aujourd'hui les mêmes qu'il y a 10 ans, 20 ou 30 ans ? Vraisemblablement pas. À l'adolescence, par exemple, nous étions peu satisfaits de ce corps ressenti comme disgracieux et de ce mental fragile et maladroit. Le traumatisme de notre première rupture sentimentale a-t-il vraiment une place importante aujourd'hui ? Que nous a-t-il renseigné sur nous ? Qu'avons-nous métamorphosé ? Réactualisons en conscience les épisodes de notre histoire, rangeons-les délicatement dans l'album des souvenirs et réjouissons-nous du chemin parcouru. Grand 2, un héritage biologique. Petit 1, nous ne sommes pas tous égaux biologiquement. Chacun porte en lui les caractéristiques particulières de ses aïeuls, avec des attributs physiques, physiologiques et psychologiques. L'histoire de nos ancêtres, avec son lot de souffrances, ses atouts et ses accomplissements, est conservée dans la mémoire cellulaire, et avec ses bagages plus ou moins lourds qui pèsent sur notre perception, l'aventure démarre. Nous arrivons au monde avec une paire de lunettes plus ou moins déformées, l'héritage familial et ses influences. À cela s'ajoute un véhicule normalement confortable, le corps. Avec ses équipements commence la vie. Nous ne sommes pas tous égaux biologiquement pour côtoyer le bonheur, mais nous pouvons y remédier. Petit 2, le tempérament organise notre vie. Pour répondre à une situation, des gènes sont sollicités plus facilement que d'autres selon notre traducteur interne, la perception de chacun. L'amygdale, siège de la peur, possède un volume très important chez les sujets anxieux et déprimés. Quelle position allons-nous adopter devant un incident ? Exemple le plus classique, la peur. Face à une situation anxiogène, le corps réagit. La température s'élève, le rythme cardiaque change, la pression sanguine se modifie, la respiration s'accélère, les muscles se tendent et les mêmes moites se mettent à trembler. Même la vision peut être affectée. Le corps et l'esprit utilisent des mécanismes de défense pour maintenir une stabilité. Les défenses psychologiques les plus connues sont le refoulement, l'évitement, le déni ou la projection, dans le but de contourner l'élément perturbateur. Les mêmes défenses utilisées de manière répétée finissent par échouer. Le corps et l'esprit perdent leur équilibre. Autre exemple. Au volant de notre voiture, une personne nous agresse verbalement. Spontanément, une réponse est apportée, celle qui correspond à des schémas de pensée inscrits dans notre mémoire. Pour les uns, cet épisode n'a aucune incidence. Il est aussitôt oublié et n'induit aucune perturbation. Mais pour d'autres, le même scénario anime des émotions vives et négatives, un sentiment de dévalorisation, une angoisse. Déstabilisé et confus, une interprétation erronée émerge. Il m'a manqué de respect. Pour qui se prend-il ? Il m'a pris pour un imbécile. La scène est revue en boucle afin de lui apporter un sens. L'agression verbale réactive des souvenirs.
Des sentiments de colère, de frustration, d'incompréhension, d'injustice ou d'humiliation non résolus se réveillent. Apprenons à identifier l'émotion sans tenir pour responsable la situation ou la personne. Le simple fait de reconnaître notre état agité, d'en prendre soin, apaise. Je suis en colère, j'ai peur, je ne sais que dire, faire, je suis choquée. Toutes ces émotions qui nous habitent nous appartiennent. L'incident a juste déclenché un état émotionnel latent. Aussi, il est important de déculpabiliser tout parent face à son enfant difficile, car celui-ci a également son tempérament et un héritage génétique. Toutes décisions prises ont un impact sur sa vie. Aidons-le à explorer ses merveilleux côtés sans stigmatiser ou se fixer sur ceux qui rappellent un aïeul ronchon ou un parent terrible. Si tel est le cas, les remarques, souvent blessantes et inutiles, sont à éviter. Stimulons ses talents, découvrons ses atouts, car rien n'est figé et ceci est une merveilleuse nouvelle. Grand 3. Corps et esprit, une totale symbiose. Petit 1. La maladie, une défense contre les agressions. Le corps et l'esprit forment un univers en soi. Ils ont pour fonction principale de préserver un équilibre et de se régénérer. En parfaite connexion, ils harmonisent notre vie. Dotés d'une capacité à se réguler, ils recherchent toujours un ordre intérieur. Ils s'organisent et se soignent par eux-mêmes. Tout au long de la journée, machinalement, le mental conserve, classe et évalue les événements. Chaque perception initie une pensée qui active des millions de substances par une impulsion biochimique électrique. Ces substances envoient des informations à des millions de cellules qui induisent un changement physiologique. La majorité des malaises vagos sont une réinitialisation du corps qui, face à une décharge importante de stress, s'évanouit. Le fait de tomber dans les pommes est un réflexe adaptatif pour retrouver une stabilité. De même, pour parer à un choc réel ou imaginaire, le corps crée instantanément un environnement plus acide pour détruire l'agent responsable du trouble. Une inflammation, par exemple, dans une zone du corps, peut avoir plusieurs origines, émotionnelles, réactionnelles, ou être le résultat d'un traumatisme. La présence d'un corps étranger provoque la même réaction. Dans un premier temps, le corps, secondé par le système nerveux, va isoler la partie abîmée afin de ne pas contaminer les autres. Les cellules sont capables de se réparer en se modifiant et en délimitant les lésions endommagées. Une sorte de muraille se construit pour apporter une solution, mais, en cas d'échec, les cellules s'autodétruisent. Des doses de stress répétées régulièrement provoquent des maladies psychosomatiques. L'affection s'installe dans une région particulière en fonction de la nature du conflit et pour chaque maladie correspond un état mental et inversement. La maladie étouffe une souffrance. Le corps parle, écoutons-le vraiment. Par exemple, nous savons aujourd'hui, grâce au décodage biologique, que la partie haute de l'estomac est en relation avec le père. Une hernie hiatale exprime un blocage dans l'expression des sentiments. La personne malade présente souvent une rigidité mentale. Elle réprime ses émotions et cherche à les contrôler. Colère et rancœur retenues fragilisent le foie. La difficulté à prendre sa place peut occasionner des infections urinaires à répétition. Les problèmes de genoux traduisent un refus de céder, de plier, d'obéir ou de se soumettre. Les douleurs d'épaule, sensation de porter sur soi des situations comme un fardeau, reflètent des conflits avec l'autorité. Les angines fréquentes correspondent à un non-dit que nous avons ravalé.
Les douleurs lombaires révèlent la peur de l'avenir, du changement et de manquer d'argent. Les maux de tête ou les migraines indiquent des idées ou sentiments qui dérangent ou contraignent. Ces pensées indésirables que nous ruminons sans résolution produisent des tensions. L'énergie déployée a pour fonction d'apaiser la quantité de stress que subissent les cellules, d'où une courante fatigue ressentie. Nous rendons le système immunitaire déficient lorsque nous pensons qu'une petite dose de stress est toujours bonne à prendre. Les processus de réparation ne parviennent plus à fonctionner correctement. Et il en est de même pour notre état mental. Les conditions de vie de plus en plus agressives saturent nos cellules qui ne peuvent plus s'auto-régénérer. Elles s'usent, vieillissent et le sommeil s'en ressent. Stockées dans la mémoire, les pensées négatives sont toxiques. La peur, la tristesse, la colère, le remords, la jalousie, l'anxiété, la honte fragilisent le corps. Petit 2. Entre confort et inconfort, la vie. Les habitudes, la routine, un planning bien rodé et établi étouffent notre source de créativité. Nous entrons à notre insu dans une ambiance lourde et négative, la zone de confort. Le bonheur se manifeste lorsque, conscients et sereins, nous orchestrons notre vie entre un confort nécessaire à notre équilibre et un inconfort indispensable à notre évolution pour s'ouvrir à la nouveauté. Trop de sécurité bloque l'ingéniosité et la vitalité. Chaque fois que nous décidons d'agir devant une situation pénible, nous découvrons le potentiel illimité qui est en nous. Nous sommes bien plus puissants que nous le pensons. Les épreuves forcent à réaliser des actions insoupçonnées. Nos facultés de transformation s'activent. Un exemple, la perte d'un emploi. En fonction de la personnalité et des expériences capitalisées, cette situation peut être vécue comme un échec personnel et professionnel. Il se produit un effondrement psychologique avec un manque de confiance et souvent une dépression. Le soutien social et familial participe à la guérison. Pour d'autres, cette circonstance est saluée positivement. Elle apporte une bouffée d'oxygène. C'est une opportunité offerte pour analyser ce qui n'a pas fonctionné, se réaliser dans de nouveaux projets, une chance. Lorsque nous décidons de renoncer à la souffrance, il se crée un espace dans lequel une métamorphose bénéfique a lieu. Imaginons une pièce remplie de biens mobiliers ou d'objets qui ne nous inspirent plus. L'énergie qui y circule ne correspond pas à notre fréquence. Se séparer de ces objets devenus étouffants provoque instantanément un soulagement. Repérons les pensées réflexes négatives du type « Je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, lui ou elle est responsable de ce remue-ménage dans ma tête » et modifions-les aussitôt en « Cette situation qui me fait souffrir ne me convient plus. Tout est possible. J'accepte de la lâcher et je me fais confiance. Que veut me dire cet obstacle? Pourquoi cette résistance? Merci, car je vais prendre soin de ma personne que j'avais oubliée ou sacrifiée. Dois-je réagir? En ai-je les moyens? Au plus vite, apportons une solution afin de ne pas inscrire cet événement en mémoire comme un souvenir déprimant. Si cela est difficile, ne nous alarmons pas. L'urgence est de repérer en conscience l'agitation mentale et de la calmer. Ouvert au changement, un dénouement positif surgira de lui-même. Une douleur morale fonctionne comme une douleur physique. Si ma jambe est fracturée, je reste au repos. Prendre soin de son état, s'ajuster en fonction de ses moyens, permet une rapide guérison. Refuser, accuser l'épreuve,
la personne, se montrer impatient, nier ce qui arrive, aggrave la situation qui s'installe parfois durablement. Petit 3. Vignette clinique. Hugo, 25 ans. Hugo est un brillant jeune étudiant qui possède de vives capacités intellectuelles. Beau, dynamique et débordant d'énergie, il croit que la vie a plein de dents. Tout ce qu'il entreprend est réussi. Ingénieur commercial, il part terminer ses études en Australie. Un mental d'acier, il vit à 200 à l'heure et multiplie les activités. Il est amoureux et tout semble lui sourire. Mais voilà qu'un événement vient bouleverser ses projets. Un 31 décembre, Hugo part retrouver ses amis à la montagne pour fêter son anniversaire et la nouvelle année. Cette soirée, arrosée, décontractée et osée, se termine par un tragique accident de snowboard. Hugo tombe dans le coma. Il est amené en urgence à l'hôpital. Au réveil, les diagnostics des médecins sont unanimes. Il est condamné à vivre dans un fauteuil roulant. Sa tête a subi de violents traumatismes. Son visage est tuméfié par de multiples fractures. Hugo a du mal à parler et sa mémoire lui joue des tours. Sa mâchoire est fortement abîmée. Il s'exprime difficilement. Conscient de son état, il refuse son intolérable sort. La rage et la volonté de défier le destin le conduisent à puiser en lui force et détermination pour sortir de sa nouvelle condition. Il sait au fond de lui qu'il va guérir. Il n'hésite pas à demander de l'aide. Soutenu par son kinésithérapeute et des spécialistes qui croient en ses possibilités, il met tout en œuvre pour progresser. Les premiers mois en centre de rééducation, il découvre son incroyable potentiel. À l'écoute de ses possibilités, les limites sont repoussées, toujours un peu plus loin. Douleur et angoisse sont présentes, mais le désir de se dépasser anime tous ses efforts. Hugo est décidé à agir sur la vie. Il subit au fil des mois des interventions chirurgicales pour améliorer son état physique. Pendant toute une année, il se montre assidu auprès de son efficace orthophoniste, dévoué et optimiste. Il va se rétablir, il n'en doute pas, quoi qu'on puisse lui dire. Sa ferme intention d'agir et son obstination à guérir de toutes ses blessures sont saisissantes. Ses convictions contagieuses. L'équipe médicale et paramédicale y croit, l'encourage et s'engage avec lui dans l'aventure. Sur les précieux conseils de son médecin généraliste, il démarre sans hésiter une psychothérapie. Hugo va se réconcilier avec lui-même. Auparavant, il collectionnait les réussites qu'il banalisait et n'était jamais suffisamment satisfait. Tout était centré sur son besoin de reconnaissance, alimenté par le mental. Ses souvenirs d'enfance et ses souffrances le persécutaient. Décidé à reprendre en main tout son être et à ne plus avancer les yeux fermés, il établit des objectifs journaliers sur un cahier. À son écoute, il apporte dans son quotidien tous les ajustements nécessaires pour redessiner sa vie, attentif et bienveillant. Tout d'abord, il apprend à discipliner le mental, plus question de le laisser vagabonder. Avec conscience, il accueille ses pensées et les filtre. Il adoucit instantanément celles qui le polluent et en accepte aussi d'autres qu'il ne peut dissiper pour le moment. Hugo côtoie aussi le découragement, la fatigue, la désillusion, la lutte et la déprime. Ces phases de renoncement, d'hésitation, de doute vont participer à son extraordinaire métamorphose. Avec respect, il accueille tous les mouvements émotionnels et s'en accommode au mieux. Chaque épreuve est une occasion de se réinventer. Elle libère des croyances erronées et apporte un enseignement. Un an s'est écoulé. Les chirurgiens, les neurologues, les médecins généralistes sont très étonnés par la miraculeuse transformation de son état physique et psychologique. Hugo a retrouvé ses facultés intellectuelles, sa mémoire est de retour, son sourire
affiche confiance et joie de vivre. Sur pied, il a écrit un nouveau chapitre de sa vie. Cette expérience lui a procuré une meilleure écoute et connaissance de lui-même. Il a déployé une inestimable force et cultive la paix intérieure. Il est devenu son meilleur ami, a adopté la gratitude-attitude. C'est un homme libre et heureux qui a développé les qualités de cœur à l'égard de lui-même et des autres. Aussi, ne baissons jamais les bras, car nous découvrirons en nous des richesses et ressources inestimables. Nous gâchons si souvent la vie, tellement fragile, en collectionnant tête baissée des réussites matérielles et financières, en cherchant à en avoir plus, toujours et encore, afin d'être aimé et apprécié. Programmés pour réussir et s'accorder avec les critères sociaux familiaux, nous évitons de nous confronter à notre état intérieur, inquiet et insatisfait. Une épreuve, un accident, une maladie, un décès vont nous reconnecter à la vie. Heureusement. Nous comprenons alors que tout ce cumul de savoir, de titres, de diplômes, de possessions ne sont pas une finalité en soi. Ces récompenses n'apportent aucun bonheur durable. Les épreuves sont des défis que nous impose la vie afin de sortir de notre endormissement, de nous réaliser avec enchantement.